Le conflit entre l'Iran et Israël n'est pas une guerre directe permanente, mais plutôt une série de tensions, d'affrontements indirects et de stratégies d'influence régionale qui durent depuis plusieurs décennies. Tout commence après la révolution islamique de 1979 en Iran. Le nouveau régime, basé sur une idéologie chiite révolutionnaire, rejette l'existence de l'État d'Israël qu'il considère comme une puissance occupante en Palestine. À partir de là, l'Iran adopte une posture radicalement hostile à l'égard d'Israël, qu'il qualifie des « antitétionnistes ». Israël, de son côté, considère l'Iran comme l'une des plus grandes menaces à sa sécurité, notamment à cause du programme nucléaire iranien, que l'Iran affirme être civil, mais qu'Israël soupçonne d'avoir des fins militaires. Du soutien de l'Iran à des groupes armés anti-israéliens, comme le Hezbollah au Liban ou certains groupes armés à Gaza. Et plus récemment, des capacités balistiques avancées de l'Iran, avec des missiles de longue portée capables de toucher le territoire israélien. Les tensions se manifestent par des cyberattaques, des assassinats ciblés, des frappes indirectes via des alliés régionaux, et parfois, comme ces derniers jours, par des attaques directes. Malgré l'absence d'une guerre déclarée, les deux pays sont dans un état d'affrontement stratégique permanent, chacun développant ses propres technologies, alliances et systèmes pour prendre l'avantage ou se protéger. Ce qui rend ce conflit si préoccupant, c'est qu'il s'étend bien au-delà des deux pays, il touche toute la région du Moyen-Orient, et pourrait, en cas d'escalade, entraîner des puissances mondiales. Et c'est justement parce que cette situation est complexe, dangereuse et potentiellement dévastatrice qu'il est essentiel de comprendre les stratégies mises en œuvre, afin d'en tirer des leçons puissantes et pratiques, pour la paix, pour le leadership, et pour la gestion de crise dans tous les domaines de la vie. Voici le plan de cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons analyser la stratégie de défense d'Israël, un pays qui a misé sur la technologie de pointe pour intercepter les missiles et se protéger de toute menace extérieure. Comment fonctionne son fameux système de dôme de fer? Quelles sont ses forces, mais aussi ses limites? Dans un deuxième temps, nous étudierons l'innovation iranienne, qui a permis de contourner cette défense ultra sophistiquée. Comment une arme rapide, agile et imprévisible a pu frapper un pays pourtant préparé à la guerre? Et enfin, dans une troisième partie essentielle, nous tirerons 10 grandes leçons stratégiques, applicables à ton développement personnel, tes relations, ta vie professionnelle ou tes projets. Parce que la stratégie n'est pas réservée aux militaires, elle est au cœur de chaque décision importante de ta vie. Bienvenue sur Selfa, le canal du succès stratégique. Prépare-toi à voir, comprendre et agir différemment. Chaque fois qu'Israël est attaqué, on entend parler du dôme de fer. Ce bouclier impénétrable. Ce mur salvateur dans le ciel. Depuis 2011, c'est la première ligne de défense d'Israël contre les missiles, les roquettes ou toute autre attaque aérienne. Mais qu'est-ce que le dôme de fer? Et comment fonctionne-t-il réellement? Le dôme de fer est un système de défense aérienne. Il est conçu pour neutraliser les menaces dans le ciel avant qu'elles n'atteignent le sol. Voici comment cela fonctionne. Étape 1, la détection. Une unité radar appelée le LM 2084 scrute en permanence le ciel. Elle peut détecter les roquettes, les obus d'artillerie et les mortiers, parfois à plus de 100 km. Peu importe d'où vient la roquette. Si elle est en l'air, le dôme de fer la voit. Étape 2, le calcul. Dès qu'un projectile est repéré, le cerveau du système prend le relais. C'est le centre de gestion du combat et de contrôle des armes. Il effectue les calculs en millisecondes, évaluant la vitesse, la direction et le point probable d'impact. Puis vient la décision. Si la roquette doit tomber dans un champ ou en mer, le système n'intervient pas. Pourquoi gaspiller un missile? Le système peut prédire la trajectoire de l'objet entrant. Il distingue celles qui vont causer des dégâts à des zones stratégiques ou peuplées de celles qui tomberont en mer Méditerranée ou dans des zones désertes. C'est ainsi qu'il fonctionne. Cela permet d'économiser énormément, car les unités du système sont coûteuses,
tandis que les roquettes lancées par les ennemis sont peu chères. Mais si une roquette menace une infrastructure clé, le système se prépare à l'intercepter. Cela nous amène à l'étape 3, l'interception. Le système lance un missile intercepteur appelé Tamir. Tamir signifie « grand » en hébreu. Ces missiles ont une portée de 4 à 70 km. Ils sont tirés sur les projectiles entrants pour les perturber ou les détruire en plein vol. Ils éliminent la menace et protègent ceux qui sont au sol. Le dôme de fer est un missile contre des roquettes. Il calcule la trajectoire de la cible et se dirige automatiquement pour l'intercepter. Une batterie classique du dôme de fer comporte 3 à 4 lanceurs, chacun contenant jusqu'à 20 missiles Tamir, une unité de suivi radar et un centre de contrôle mobile. L'ensemble peut protéger une zone allant jusqu'à 150 km², soit une ville entière. Et il est mobile. Le système peut être déplacé et redéployé selon l'origine de la prochaine menace. Mais le dôme de fer est-il efficace? Oui. Il affiche un taux de réussite de 90%, selon les données israéliennes. Cela signifie que 9 roquettes dangereuses sur 10 sont arrêtées avant de causer des dégâts. Il est particulièrement utile contre les roquettes de courte portée tirées en grand nombre par le Hamas ou le Hezbollah. Et le dôme de fer n'est pas le seul. Israël dispose d'un système de défense aérienne en couches. La première couche est évidemment le dôme de fer, qui abat les roquettes et petits projectiles dans un rayon de 4 à 70 km. La deuxième couche est la fronde de David, capable d'intercepter des roquettes à longue portée et des missiles de croisière jusqu'à 300 km. Enfin, le système Arrow, flèche, avec Arrow 1 et 2, intercepte les missiles balistiques à moyenne et longue portée, jusqu'à 2400 km. Lorsqu'il s'agit de cibles plus complexes, comme des missiles sol-sol lancés depuis le Liban, c'est la fronde de David qui les intercepte et elle est très efficace. C'est en quelque sorte un grand dôme de fer. Mais voilà le problème, aucun de ces systèmes n'est invincible. Si un ennemi tire trop de roquettes en même temps et depuis plusieurs directions, le dôme de fer peut être submergé. C'est ce qu'on appelle une attaque par saturation, l'un des rares moyens de contourner le système. C'est ce que l'Iran a fait récemment avec ses attaques, en tirant des missiles balistiques Iran 500. La plupart ont été interceptés, mais certains ont échappé au dôme de fer et ont frappé des villes et bâtiments israéliens. Le 16 juin, les forces de défense israéliennes ont déclaré que seulement 5 à 10% des missiles ont franchi les défenses aériennes, touchant Israël. Il y a aussi le coût du dôme de fer. Chaque missile intercepteur coûte environ 50 000 $. Une batterie complète coûte plus de 100 millions de $. Cela signifie qu'Israël dépense des milliers de dollars pour abattre des roquettes relativement bon marché tirées par l'Iran. L'idée initiale était de rendre cela abordable. Aujourd'hui, la production d'un missile dépasse les 50 000 $. Ces missiles sont plus grands qu'un homme, et leur coût sur le marché international est très élevé. On a donc cherché à les rendre aussi peu chers que possible, pour en produire beaucoup. Ainsi, bien qu'efficace, le système est aussi très coûteux. Et dans une région où les roquettes tombent comme la pluie, le dôme de fer est le parapluie d'Israël dans la tempête. Après avoir exploré la stratégie de défense israélienne, fondée sur un système de dôme aérien aussi sophistiqué que vulnérable face à certaines menaces, intéressons-nous désormais à la stratégie offensive de l'Iran. Comment ce pays a-t-il pu frapper Israël avec une telle intensité? Quels systèmes ont été mobilisés? Et surtout, comment fonctionne-t-il concrètement?
Imaginez un missile si rapide que même les systèmes radars les plus avancés n'ont pas le temps de réagir. Fatah, le missile hypersonique de l'Iran, avec sa vitesse extraordinaire, a redéfini les règles de la guerre. Durant ces 10 jours à travers le Moyen-Orient, des rumeurs de frappes sur des cibles précises ont choqué le monde. Dans cette vidéo, nous avons examiné le fonctionnement étape par étape de ce missile. Fatah a été dévoilé pour la première fois en 2023, mais la version signalée il y a 2 jours était plus avancée. Selon les informations publiées, ce missile peut frapper profondément en territoire ennemi, avec une grande précision. Et ce véhicule planant, HGV, signifie qu'après le lancement, il sort de l'atmosphère puis glisse à haute altitude. Ce vol plané rend sa trajectoire imprévisible, et c'est ce qui aveugle les défenses aériennes ennemies. La première étape est le lancement, propulsé par une fusée à carburant solide. Cette phase projette l'ogive planante dans sa phase de vol. À partir de là, Fatah devient quasiment intraçable. Fatah peut dépasser des vitesses de Mach 13, soit environ 16 000 km/h, 10 000 miles/h. À une telle vitesse, seulement quelques minutes suffisent pour atteindre la cible. Et cette vitesse élevée est l'un de ses avantages les plus critiques. Mais Fatah n'est pas seulement rapide, il est extrêmement manœuvrable. Pendant le vol plané, il peut changer de trajectoire à tout moment. Cela rend les défenses antimissiles ennemies presque inutiles. Son corps est fabriqué en matériaux composites avancés, capables de résister à la chaleur extrême du vol hypersonique. Les températures de surface peuvent atteindre des milliers de degrés, mais sa conception aérodynamique unique le maintient stable. Le système de guidage de Fatah combine navigation inertielle, GPS et intelligence artificielle. Surtout en phase finale, il ajuste sa trajectoire en temps réel grâce à son traitement embarqué. Ce système permet à Fatah de frapper non seulement une zone, mais un bâtiment spécifique. On dit que le Fatah 2, récemment utilisé, a une portée de plus de 1400 km et une précision inférieure à 1 mètre. Cela signifie qu'il peut cibler un seul bâtiment à plus de 1000 km de distance, sans qu'aucun système ne le détecte. Des rumeurs récentes suggèrent que Fatah a été tiré vers des cibles liées au renseignement en territoire ennemi. Vrai ou non, la simple capacité d'une telle opération envoie un message de dissuasion inédit. Les experts affirment que le message est clair, la défense active ne suffit plus, une dissuasion réelle est désormais indispensable. Contrairement aux missiles balistiques traditionnels, Fatah ne suit pas une trajectoire fixe. Sa course est dynamique et remplie de virages imprévisibles. Cela rend même des systèmes comme le dôme de fer et David's Sling inefficaces. Il représente une menace stratégique pour toute nation, vitesse élevée, manœuvrabilité avancée et vol plané à moyenne altitude, une combinaison impitoyable pour une arme offensive. Non traçable, non interceptable, non prévisible. C'est la définition moderne d'un missile hypersonique, mais Fatah est plus qu'un missile, il marque l'entrée de l'Iran dans un club élitiste de puissance technologique. Jusqu'à présent, seule la Chine, la Russie et les États-Unis possédaient de telles armes. Désormais, le Moyen-Orient a un nouveau joueur. Les images du lancement montrent une ogive à la forme unique. Le nez pointu et la courbure spéciale sont conçus pour un guidage précis en haute atmosphère. De petites ailettes latérales aident à maintenir l'équilibre à vitesse extrême. Et tout cela fonctionne sans intervention humaine. En phase finale, Fatah plonge verticalement ou selon un angle abrupt. À ce stade, aucun système de défense ne peut réagir efficacement. Il ne reste que quelques secondes avant la destruction de la cible. C'est pourquoi on l'appelle le chasseur impossible à arrêter. Des rapports suggèrent même qu'avant l'impact, Fatah peut recevoir des images en direct. Il peut confirmer intelligemment sa cible avant de frapper.
cette fonctionnalité opère via une liaison de données cryptées entre l'ogive et le centre de commandement. Et c'est exactement ce qui définit la prochaine génération de guerre. La question résonne dans les médias, Israël peut-il répondre adéquatement à une telle menace? Certains analystes estiment qu'il n'y a pas encore de réponse claire. Parce que les systèmes actuels ne sont pas conçus pour ce niveau de vitesse et d'agilité. En réponse, Israël travaillerait sur des systèmes de défense laser. Mais ces projets en sont encore au stade de la recherche. Pendant ce temps, Fatah est une menace active sur le champ de bataille, pas seulement une promesse pour l'avenir. Contrairement aux missiles de croisière ou balistiques traditionnels, Fatah n'apparaît pas sur les radars, ni n'est traçable. Son seul signal est l'impact. Et à ce moment-là, il est généralement trop tard. Si les rapports sur son utilisation récente sont vrais, cela marque un tournant. Une arme au-delà de toute anticipation est entrée en scène. Curieusement, l'Iran insiste sur le fait que Fatah n'est pas une arme offensive, mais un moyen de dissuasion destiné uniquement à la riposte. Pourtant, sa nature permet aussi des scénarios préemptifs. Et c'est ce qui a plongé la région dans une nouvelle phase. Autre question clé, Fatah peut-il être lancé depuis des plateformes mobiles? La réponse est oui, ce qui signifie mobilité élevée, réaction rapide et avantage de surprise. Avec de tels lanceurs, les lieux de déploiement restent cachés. L'ennemi ne sait jamais où se défendre. Certaines sources affirment que Fatah 2 peut vaincre les systèmes de défense multicouches, du dôme de fer à David's Sling, les rendant inefficaces. Parce que sa vitesse et son angle d'attaque dépassent leurs paramètres de conception. Cela signifie qu'il surpasse tout ce qui a été rencontré auparavant. Au niveau stratégique, Fatah est plus qu'une arme. C'est un outil politique pour afficher une puissance technologique, diffuser la dissuasion et façonner les récits médiatiques. Ces trois aspects font de Fatah une arme multidimensionnelle. Bien que ses spécifications techniques complètes restent classifiées, les rapports terrain et les images de lancement ont révélé beaucoup. L'analyse de ces données montre une chose, Fatah est véritablement stupéfiant. Et ce n'est plus une simple affirmation. C'est un fait concret. Alors, la question principale pour tout spectateur de cette vidéo devient, assistons-nous à l'aube d'une nouvelle ère de la guerre des missiles? Une ère où même un seul missile peut bouleverser tout l'équilibre? La réponse se trouvera peut-être dans le futur, mais Fatah a déjà rapproché ce futur. Et maintenant, passons à ce que peu de gens font face à un conflit, apprendre. Dans les lignes qui suivent, il ne s'agit plus de savoir qui a frappé le plus fort, ni qui a été surpris. Il s'agit de stratégie, de compréhension, d'intelligence. Ce que nous venons d'observer entre Israël et l'Iran n'est pas seulement un affrontement de missiles, c'est un manuel ouvert de stratégie appliquée en temps réel, avec des conséquences terribles. Mais au lieu d'en tirer de la peur ou de la colère, nous allons en extraire des leçons concrètes pour nos propres vies, pour gérer les conflits, anticiper les dangers, éviter les affrontements inutiles et surtout, bâtir la paix intelligemment. Voici 10 leçons pratiques et profondes que chacun peut appliquer, que ce soit dans un projet, une relation, un partenariat ou même un désaccord avec un proche. Parce que la guerre la plus destructrice ne se passe pas toujours entre deux pays, elle peut commencer dans notre propre quotidien. Se barricader n'est pas se protéger. Israël a investi dans un système défensif ultramoderne, le « dôme de fer », conçu pour intercepter les menaces aériennes avant qu'elles ne touchent le sol. Pourtant, malgré sa puissance, il a été contourné. Pourquoi? Parce qu'un mur, aussi sophistiqué soit-il, ne remplace jamais une lecture fine de l'environnement ni une adaptation continue. Dans notre vie, cela nous rappelle que nous construisons parfois nous aussi des dômes, isolement émotionnel, refus de communiquer, surcontrôle des projets, hypervigilance. Mais ces barrières ne font que repousser le conflit au lieu de le résoudre. Leçon, se protéger, c'est prévoir, anticiper et ajuster. Pas s'enfermer. Le vrai rempart, c'est la lucidité et l'agilité face aux imprévus.
2. L'innovation est une réponse, mais pas une garantie. Israël multiplie les innovations pour renforcer ses défenses, intelligence artificielle, calcul de trajectoire, multicouches de protection. Pourtant, l'Iran a innové autrement, en sortant des schémas classiques. Il ne s'agit pas de dépasser les limites technologiques, mais de repenser le problème sous un autre angle. Dans un projet, dans une relation ou un business, innover ne suffit pas si vous ne remettez pas en question votre logique globale. Vous pouvez améliorer votre produit ou votre message, mais si vous continuez à viser le mauvais public ou à ignorer vos tensions internes, vous perdrez. Leçon, l'innovation véritable, c'est la capacité à changer de logique, pas seulement d'outils. 3. La surprise vient souvent d'en bas. Ce n'est pas une attaque frontale avec des chars visibles qui a secoué Israël, mais des frappes rapides, imprévisibles, surgies là où on ne les attendait pas. Dans la vie personnelle ou professionnelle, ce n'est pas toujours le plus bruyant ou le plus puissant qui crée le choc. Un silence, un oubli, une émotion refoulée, un collègue discret mais frustré, peuvent provoquer des ruptures ou des bouleversements majeurs. Leçon, soyez attentifs à l'invisible, aux signaux faibles. C'est souvent là que naissent les vraies crises. 4. Prévoir ce qui ne se voit pas est une compétence vitale. Les systèmes israéliens n'ont pas tout vu. Les attaques contournées, imprévues, ont démontré que même les yeux ouverts peuvent ne rien voir s'ils ne savent pas où regarder. Dans vos projets ou vos relations, certains dangers se cachent dans l'inaction, dans les habitudes, dans la confiance aveugle. Une erreur non corrigée, une promesse oubliée, une douleur non exprimée peut vous coûter très cher plus tard. Leçon, apprenez à détecter ce que les autres ignorent. Soyez stratège, pas juste réactif. 5. La vitesse est une arme supérieure à la force. Les missiles iraniens n'étaient pas les plus gros ni les plus visibles, mais ils étaient les plus rapides. Trop rapides. Dans les conflits du quotidien, la vitesse de réaction, la capacité à prendre une décision, à désamorcer un malentendu, à saisir une opportunité, est souvent plus précieuse que la quantité de ressources ou d'arguments. Leçon, réagissez vite, sans précipitation mais avec lucidité. L'élan au bon moment vaut 1000 explications tardives. 6. Changer de trajectoire en cours de route est une force. Le missile iranien peut modifier sa trajectoire pendant le vol, rendant son interception quasi impossible. Dans la vie, cette capacité à pivoter sans abandonner l'objectif est essentielle. Un plan B, une manière différente de dialoguer, une posture souple face à un partenaire rigide, peuvent vous sauver d'un échec ou d'un conflit. Leçon, ne soyez pas rigide. Soyez stratégique. Se réorienter n'est pas trahir sa vision, c'est la sécuriser. 7. L'accumulation de technologies ne remplace pas l'intelligence relationnelle. Israël et l'Iran ont tous deux des armes très évoluées. Mais malgré cette avancée, ils n'ont pas évité la confrontation. Dans une entreprise ou une relation, les outils logiciels, méthodes, tableaux de bord ne remplaceront jamais l'écoute, la confiance ou le bon sens. Leçon, la technologie doit être au service du lien, pas un prétexte pour l'éviter. 8. La vraie force est d'éviter les conflits, pas de les gagner. Les deux pays affirment ne pas vouloir de guerre ouverte. Pourtant, ils y avancent pas à pas. Dans nos vies, combien de fois avons-nous eu raison? En perdant une amitié? Un projet? Une paix intérieure? Leçon, la victoire n'est pas toujours de gagner.
c'est parfois d'éviter que le conflit existe. Préférez la diplomatie à la domination. 9. Une faille minuscule peut briser un système immense. Malgré un arsenal complexe, quelques frappes bien dirigées ont suffi d'assommer la panique. Dans votre vie, cela peut être une promesse oubliée, un mot de trop, un détail négligé dans un dossier. Ce n'est jamais petit si ça vient au mauvais moment. Leçon: ne sous-estimez pas les détails. Ils sont les failles par lesquelles l'ensemble peut s'écrouler. 10. La paix se prépare avant la crise. Israël construit des lasers. L'Iran perfectionne ses missiles. Mais pourquoi attendre l'escalade pour chercher des solutions? Dans vos relations, vos projets, vos émotions, la meilleure protection contre un conflit, c'est d'investir dans la clarté, l'écoute et l'équilibre avant que le problème n'apparaisse. Leçon: ne vous préparez pas à la guerre. Préparez la paix. C'est elle qui construit l'avenir. Ce que cette guerre nous rappelle, ce n'est pas seulement la puissance ou la peur. C'est une vérité fondamentale: toute stratégie, aussi brillante soit-elle, devient tragique si elle ne sert pas la paix. Dans nos vies, dans nos projets, dans nos foyers, que cette vidéo soit pour vous une invitation à penser différemment. À désamorcer les conflits avant qu'ils ne deviennent des guerres. À anticiper, à comprendre, à écouter, à changer de trajectoire si nécessaire. Car le plus grand bouclier que vous puissiez bâtir, ce n'est pas un dôme. C'est la paix que vous construisez autour de vous. Et souvenez-vous, une seule décision peut déclencher un conflit. Mais une seule décision peut aussi l'éviter. Merci d'avoir regardé. Partagez cette vidéo avec ceux qui croient encore que la stratégie, ce n'est pas la guerre, c'est l'intelligence au service de la paix.